Chers amis, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous captez, vous nous rejoignez sur cette chaire YouTube, la chaire Henri Lafontaine, sur laquelle régulièrement, vous le savez, vous pouvez nous retrouver avec des invités qui viennent témoigner des grands combats qui étaient aussi ceux d'Henri Lafontaine, combats actualisés bien sûr. Aujourd'hui, on va parler de femmes en résistance, de droits de l'homme, de droits humains, et particulièrement aussi du prix Henri Lafontaine qui est remis cette année à une femme et à travers elle des femmes en résistance, que ce soit en Afghanistan, que ce soit aujourd'hui en Ukraine, que ce soit en Iran. Il y a tant d'exemples, tant d'endroits. Pour nous en parler, la présidente du prix qui cette année va avoir le plaisir, je pense, de le remettre à cette femme en résistance afghane, Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle connaît bien évidemment ce sujet. Bonjour Françoise Tulkens. Bonjour. Tout d'abord un mot sur le thème en général, femmes en résistance. Est-ce que c'est plus dur encore aujourd'hui pour une femme d'entrer en résistance, à la fois dans un contexte de guerre, mais dans un contexte, j'ai cité quelques pays, de patriarcat aigu? Oui, c'est plus dur parce que on pense souvent, et je comprends très bien, qu'il y a quand même eu beaucoup d'acquis par rapport aux femmes, c'est certain. On n'est plus au 19e siècle, bien, mais les acquis ont toujours été lents. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est que dans le climat politique, social, ambiant, c'est qu'il y a vraiment, non pas un risque de régression, mais des régressions. Et donc c'est pour ça que la nécessité pour les femmes de poursuivre la résistance, elle est là. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on en parlait, vous l'avez dit aussi, les institutions sont fragiles. Eh bien, les droits humains, c'est fragile. Il ne faut pas croire que c'est acquis. C'est un combat permanent. C'est un combat permanent qui doit accompagner le développement de nos institutions. Donc aujourd'hui, et j'avoue, les femmes qui ont ce courage, et celles que l'on va célébrer ici, d'entrer en résistance, et en résistance au péril de leur vie. Ce qui est quand même, je trouve, essentiel. On est effectivement dans le cadre de la Fondation Henri Lafontaine, avec ce prix, Henri Lafontaine, que vous allez présider pour sa remise cette année. Henri Lafontaine était un fervent défenseur, évidemment, de la paix. C'est un jury passiste, il pense que c'est par le droit et l'arbitrage qu'on arrive à la paix. Ce n'est pas un dupe, il sait qu'il y a des guerres et des résistances violentes nécessaires à certains moments. Et puis il est avec sa sœur, on le sait, très engagé dans la cause des femmes. Donc cette année-ci, ce prix particulièrement souligne tous les combats. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'étais vraiment... Et je suis contente maintenant que vous l'évoquez. Parce que bien sûr, Henri Lafontaine, c'est un personnage. C'est un personnage important, mais en même temps très modeste. C'est ça, je trouve formidable. Parce qu'il n'a jamais, au fond, navigué dans tous les honneurs et toutes les reconnaissances. Non, il était toujours un peu en marge pour son combat pour le pacifisme, pour le féminisme, pour l'émancipation des femmes, pour les injustices sociales. Donc l'image d'Henri Lafontaine, pour moi, elle me touche beaucoup parce qu'à la fois, il avait une vision, il était un pionnier, et en même temps, il acceptait de se mettre en marge. Mais alors, vous évoquez Léonie Lafontaine. J'avoue, quand j'ai reçu cette demande de M. Sotio, j'étais vraiment contente. Parce que j'ai été il n'y a pas longtemps au Mundaneum pour une conférence sur les femmes, précisément. Donc j'ai un peu regardé tout ça. Mais c'est passionnant, cette Léonie. Et pour tout dire, je trouve qu'elle a été invisibilisée. C'est vraiment un bon exemple de femme invisibilisée. Très bien, son frère, parfait, très bien. Je n'ai rien à redire, évidemment. Mais elle l'aurait mérité autant que lui. Parce que quand je vois ces déclarations des droits des femmes qu'elle a elle-même mises en place, qu'elle a composées, et ça, je voudrais en parler lors de la remise. Je voudrais en parler parce que tout d'un coup, c'est l'occasion de dire, voilà une femme totalement invisibilisée. Moi, je ne la connaissais pas avant. Oui, je sais qu'elle a sa bibliothèque rue du Méridien, mais je savais sans. Donc voilà, je trouve que c'est vrai. Alors, pour tout dire, moi oui, ça m'a fait plaisir, honnêtement, qu'on me demande de présider cette remise de prix. Parlons du droit. Est-ce que le droit, avec l'expérience que vous avez, est vraiment un rempart lorsque des régimes tyranniques ou des régimes violents qui décident de faire la guerre, soit à leur population, soit à leurs voisins, soit les deux, lorsque ces régimes s'en prennent finalement aux droits fondamentaux? Est-ce que le droit est une arme?
Le droit est nécessaire, c'est certain. Il est indispensable, c'est certain. Si on n'avait pas toutes ces conventions, tous ces textes internationaux auxquels un juriste ici de cette université a contribué de manière magnifique, Éric David, et je voudrais quand même ici aussi lui rendre hommage, puisque dans quelques heures, c'est effectivement ses funérailles, ce sont ses funérailles. Alors oui, avec tous ces textes, heureusement, qui sont là. Si ce n'est pas là, ça serait encore pire. Mais il ne faut pas croire que le droit règle tout, parce qu'il y a le droit et la pratique du droit. Et la pratique du droit, eh bien, elle peut parfois s'éloigner énormément de ces textes. Donc, oui, le droit est important, le droit est un instrument. C'est un instrument vers une fin. Il ne peut pas tout faire. Ça, il faut pas, enfin, c'est pas qu'on, il faut rêver, oui, il faut avoir une vision. Mais ce n'est pas le droit qui peut changer les mentalités. Ce n'est pas le droit qui va changer les égoïsmes nationaux. Non, le droit va intervenir pour tâcher, faire en sorte que ça se règle au mieux. Au mieux. Est-ce que les femmes ont été, en tout cas, les oubliées de l'histoire des droits de l'homme? Alors, bien sûr, on rappelle quand même que dans son appellation, droits de l'homme concernait l'homme en tant qu'être humain et non pas strictement et exclusivement en tant que genre. Mais est-ce qu'elles ont été oubliées? On se rappelle qu'une Olympe de Gouges, qui écrit aussi une déclaration des droits des femmes et des citoyennes, dit « si elles peuvent monter à l'échafaud, elles doivent pouvoir monter à la tribune ». Elles le payent puisqu'elles montent à l'échafaud. Elle monter à l'échafaud comme les hommes. Bon, c'est ça. Elle n'est pas montée à la tribune, mais elle est montée à l'échafaud. Olympe de Gouges, évidemment, c'est une icône pour nous tous. Hein, c'est le fond. Mais après ça, ça a été le grand désert. Ça a été le grand désert. Le combat pour les femmes au XIXe siècle a été d'une lenteur absolument incroyable. Donc, les femmes... Elles n'ont pas enfin, quand on reprend toute l'histoire du féminisme en Belgique, mais on voit combien c'est lent, l'université au milieu du XIXe siècle, l'enseignement après la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça a été d'une lenteur. Il y a eu chaque fois, et justement la Léonie en question, Léonie, je l'appelle Léonie maintenant, mon amie Léonie, et bon, à ce moment-là, elle luttait contre toutes ces... donc les femmes ont été invisibilisées dans le domaine des droits fondamentaux. Alors la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une femme qui était, non pas à la tribune, mais c'est elle qui a... Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt. Il y a un livre sur elle que moi j'adore, parce qu'on montre comment elle a géré tout ça avec énormément de finesse. Les grands problèmes, elle réglait ça autour d'une tasse de thé. On était en 1948. Mais alors c'est elle qui a dit, il faut que ça soit la Déclaration Human Rights. Des droits, et non pas des men's rights. Elle l'a voulu. Donc, oui, les femmes ont toujours, et encore aujourd'hui, c'est pour ça que moi j'ai toujours maintenant les droits humains, je ne parle plus des droits de l'homme. Homme avec un grand H, c'est encore pire que tout. Donc, oui, les femmes n'ont pas eu un rôle que je trouve qu'elles devraient avoir. Et alors, par rapport à la paix dont vous parlez tout à l'heure, et dont Henri Lafontaine était quand même dans toutes les négociations de la paix aujourd'hui, bon, je ne suis pas du tout dans le secret des dieux, je ne suis pas diplomate, je ne connais rien à tout ça, mais je trouve que les femmes n'ont peut-être pas un rôle suffisamment important. Aujourd'hui, on doit vouloir la paix. On le veut tous, évidemment, par rapport à cette guerre devant nous qui nous ramène aux pires souvenirs que l'on puisse avoir. Je trouve que là, les femmes devraient avoir un rôle dans les négociations de paix. On ne les voit jamais autour de la table. On a eu, par exemple, une déléguée des Nations Unies aux droits humains, aux droits de l'homme, qui a fait le rapport Michelle Bachelet, entre autres, mais on n'a pas encore eu de secrétaire général des Nations Unies. Non, tout ça c'est toujours d'une lenteur absolue. Oui, c'est évident que c'est un problème, c'est évident. On a eu des hautes commissaires aux droits de l'homme, aux droits humains aux Nations Unies. Ça, c'est bien Louise Arbour et puis Michelle Bachelet, comme vous dites. Mais alors, quand on dit ça, comme c'est pas formidable, c'est normal. C'est tout simplement normal. C'est ça qui mérite parfois un tout petit peu, lorsque tout d'un coup, il y en a. Alors, ben oui, on avance. Soyons de bon compte. Vous avez ressenti ça vous-même comme vice-présidente de la Cour européenne ? Moi, je suis persuadée que si, voilà, en 98, lorsque j'ai posé ma candidature à la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe avait demandé aux États qu'il y ait davantage de femmes dans la liste. Il faut une liste de 3 personnes. J'étais la seule qui avait posé ma candidature comme femme, donc on devait me mettre dans la liste, très franchement. Et puis, dans tout le processus, oui, je le reconnais tout à fait, que le fait d'être femme a joué là en ma faveur, ça c'est certain. C'est certain, comme il y avait un peu une correction. Et c'était d'autant plus problématique, c'est une fois que j'ai terminé mon mandat, qui je reconnais a été bien long, après ça, ça a été 3 hommes qui ont été présentés. L'air de dire, on en a déjà une, c'est bien. Est-ce que d'ailleurs,
il y a des cas où certains justiciables ou certains États qui se sont retrouvés partis au jugement que vous avez contribué à porter à ce niveau-là se disaient « Ah non, pas une femme ». Oui, les tabloïds anglais ont dit ça, effectivement, parce qu'ils sont évidemment tout à fait opposés à la course, on le sait, les tabloïds conservateurs. Alors, ils pointaient quelques portraits de juges, des étrangers et des femmes. On était dans le même paquet. On était dans le même... Oui, à la cour, j'ai fait une petite étude, toute petite, hein, parce que ce n'est pas du tout une étude scientifique, savoir qui sont les personnes qui viennent devant chez nous, les requérants. Donc, ceux qui se plaignent, eh bien, ça reste encore à 80% des hommes. Et les droits des femmes sont aussi bien violés que les droits des hommes, ça c'est certain. Et les femmes viennent plus tôt, et ça c'est parce que leur mari a été tué, parce que leur fils a commis la torture. Donc les femmes sont souvent des victimes indirectes. Et ça, c'est une question que moi j'aimerais bien un jour, enfin je ne le ferai pas, hein, mais que d'autres puissent un peu travailler cette question. Le recours aux droits humains et aux mécanismes de protection, comme la Cour européenne des droits de l'homme, par les femmes. Pourquoi elles le font si peu? De quelle manière? Quel est le degré d'émancipation dont elles auraient besoin pour... voilà, c'est un petit travail de fin d'études, une petite thèse de doctorat. Quoi qu'il en soit, nous allons donc, avec votre concours et votre présidence, féliciter une femme afghane qui se bat pour les femmes afghanes aussi. Oui. Mais ces femmes afghanes, convenons-en, ont de fortes raisons de nous en vouloir, parce que, communauté internationale, nous avions contribué, soi-disant, à les libérer des talibans il y a 20 ans, pour mieux recéder le terrain avec notre hypocrisie et notre cécité hypocrite en prétendant qu'ils avaient changé. On voit très vite qu'ils n'ont pas changé du tout. Interdiction de l'école, interdiction des salons de beauté et de confort. Les femmes sont à nouveau encagées à domicile. Ah oui, oui. Oui, avec notre cécité hypocrite, vous savez, il faut le dire, voilà, parlons vrai. Leur situation est la pire qu'ils puissent imaginer. La pire, vraiment la pire. Et ça a commencé par l'enseignement. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente de la lauréate du prix La Fontaine de cette année. Parce que son combat pour les femmes afghanes s'est porté sur l'éducation. Alors c'est bien quelque chose qui peut faire changer les mentalités, c'est l'éducation, ça j'en suis persuadée, absolument persuadée. Alors de fermer la porte à l'éducation aux femmes, c'est une violation de toutes les conventions relatives aux droits humains. Ça c'est évident, le droit à l'éducation, l'interdiction de la discrimination à l'égard des femmes. Il y a une multiplicité de textes que j'espère un jour certains juristes imaginatifs vont utiliser. On ne peut pas laisser l'Afghanistan... Enfin j'ai dit les juristes parce que moi tout ce que je connais comme arme, c'est les armes du droit, donc voilà. Les collègues, amis juristes, me disent allez-y, on ne peut pas laisser un État comme l'Afghanistan, comme ça, supprimer l'éducation à ces petites filles, à ces jeunes filles. Mais c'est un drame absolu, c'est l'obscurantisme qui entre. C'est l'obscurantisme. On va en faire des révoltés, des suicidés. Donc ça, je trouve qu'il va en parler, j'imagine, à la remise du prix. Parce que l'éducation, c'est capital, c'est capital. Le droit à l'éducation, pour moi, c'est... Si on veut précisément que les femmes puissent contribuer à une société pacifiée, ben, il faut les éduquer. Évidemment, c'est un danger, hein, parce que les femmes éduquées ben, commencent à avoir des idées, ah là là. Elles tiennent tête aux hommes. Elles tiennent tête, oui. Oui, c'est vrai, elles tiennent tête. C'est joli, votre expression. Oui. Il y a évidemment... Puisqu'on était dans le registre du parler vrai et de l'hypocrisie internationale, il y a quelque chose d'interpellant. En tout cas, ça m'interpelle. Je voudrais votre avis à ce sujet, François Stulkens. Suite aux dramatiques événements en Ukraine et à l'invasion russe, Vladimir Poutine s'est vu décerner un mandat d'arrêt international. Et on l'a vu, puisque, premier effet, il ne s'est pas rendu sur place en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS. Il y a participé par visioconférence en envoyant son ministre des Affaires étrangères qui, lui, n'est pas encore poursuivi pour les mêmes raisons. C'est interpellant parce que Poutine, avec ses crimes, est poursuivi, mais les talibans, avec les leurs, peuvent voyager. Voilà. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Poutine, je trouve que le procureur a eu parfaitement raison de délivrer ce mandat d'arrêt. Parce que ce qu'il fait, c'est non seulement on parle de la guerre d'agression, sur lequel, évidemment, il faudra un jour qu'un tribunal spécial se mette en place pour ce crime d'agression. Ça, c'est certain. Et là, moi, je soutiens entièrement le combat de Philippe Sands qui tente de mettre en place ce tribunal. On rappelle donc Philippe Sands, c'est aussi l'un des
refondateur en quelque sorte du droit qui a remis en lumière toute l'idée de crime contre l'humanité et de génocide. Exactement, au cours de manière. Et bon, le crime d'agression, le mandat d'arrêt du procureur, et ça je trouvais que c'était très bien de le faire de cette manière-là, il a choisi la cible des enfants. Et ça, je trouvais vraiment bien, parce que là-dessus, je ne dirais pas à discuter. La fameuse déportation, des enfants ukrainiens vers la Russie. Plutôt que de s'engager sur la question génocide, crime contre l'humanité, agression, bien sûr, mais ici, il a pris quelque chose qui est exact et qui est vraiment condamné par la conscience universelle, j'ai envie de dire. Mais les crimes contre les petites filles afghanes que l'on prive de tout droit... Mais évidemment, il faudra à un moment donné trouver un instrument juridique, si ce n'est pas des instruments de guerre, bien entendu. Oui, moi je suis aussi pacifiste, évidemment, mais je ne vais pas être naïve non plus. Mais donc je trouve qu'il faut maintenant faire un appel au droit le plus puissant qui soit. L'Assemblée générale des Nations unies, elle commence maintenant, pendant qu'on parle, enfin, ou demain, que va-t-on dire de ça à l'Assemblée générale des Nations unies? On va écouter tous les discours, on va écouter... il faut une action maintenant. Oui, moi je fais un peu un appel à tous ceux qui, à un moment donné, dans cette situation, pourraient jouer un rôle et que chacun prenne sa place. Les juristes doivent prendre leur place, les politiques, la diplomatie. Mais tout est rapport de force. Dans la mesure où... Personne ne délivrera un mandat d'arrêt international contre Xi Jinping pour les Ouïghours. Personne ne traitera les États-Unis d'Amérique d'assassins pour le Vietnam ou pour Guantanamo ou d'autres choses. Alors évidemment, il n'y a pas que les... Je reviens une seconde à la question de l'éducation des filles. C'est sûr que j'ai vu il y a quelques mois qu'il y avait tout un réseau qui s'est formé dans les universités pour, par exemple, ouvrir les MOOC, les fameux cours MOOC, aux femmes afghanes, gratuitement, bien entendu, pour tâcher de trouver des alternatives, des moyens de leur apporter cette éducation. Donc là, les universités ont un rôle, et je ne sais pas ce qui en est devenu de ce mouvement, mais j'espère qu'il se poursuit. C'est vraiment important que l'on puisse, par les voies... Ici, on est quand même à côté de l'université, hein. Et moi, je suis attachée à l'université, parce que l'université a à la fois la possibilité de dénoncer et de changer les choses. Oui, à cet égard, d'ailleurs, saluons aussi des initiatives comme Radio Begum, qui est une radio créée par une femme afghane et avec des femmes afghanes, qui émet toujours, depuis Kaboul, sur une trentaine de départements en Afghanistan, ce qui est une grosse portion du territoire, avec l'accord relatif des autorités, et qui s'adresse aux jeunes femmes à domicile, c'est-à-dire qu'il semble donc bien que les hommes, ce qu'ils refusent pour l'instant, c'est pas tant l'éducation des femmes, certains oui, mais c'est surtout qu'elles ne fréquentent d'autres hommes. Vous vous rendez compte où on en est? Oui, c'est... Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour les jeunes femmes, selon vous, ici, ce qui se passe là-bas? On a un peu le sentiment qu'on est rentré dans le chacun pour soi. Notre réaction par rapport à ça? Oui, quand je disais tout à l'heure que la résistance des femmes dans certaines situations, c'est au péril de leur vie, c'est vrai que c'est au péril de leur vie en Afghanistan. Le chacun pour soi. Il y a quand même aussi dans les droits humains, non seulement la liberté, non seulement l'égalité, mais aussi la solidarité. La solidarité, ça fait quand même partie des droits humains, même ce qu'on dit de la troisième génération. Donc c'est le moment de la mettre en place. Mais on est plus solidaire, à juste titre, avec les Ukrainiennes et les Ukrainiens qu'avec, par exemple, les femmes iraniennes qui, depuis 1 an, se battent après la mort de Mahsa Amini. Et ça, je trouve, la manière dont ces femmes se battent, c'est un exemple extraordinaire, qui ôtent leur foulard, qui leur jettent... Qui se coupent les cheveux. Qui se coupent les cheveux. Mais quelle force ces femmes ont. Quand je disais tout à l'heure, la résistance, c'est audace et courage. Audace parce qu'il le faut, mais pas une audace prévoyante, intelligente, mais surtout le courage. Combien de fois on ne manque pas de courage? Ça, moi, je me le dis souvent. Ce passage, ce qu'on dit, on doit le faire, mais on ne le fait pas. Ça, il y a tout un travail sur le courage qui a été fait, me semble-t-il. Il y a des philosophes, ici même, je crois, à l'ULB, qui ont étudié cette notion de courage. Le courage, c'est cette espèce de ce saut vertigineux dans un inconnu, dans lequel on ne sait pas ce qui va. En tout cas, on n'aura pas de reconnaissance, ça c'est bien certain. Mais ces femmes iraniennes, ça, je trouve, c'est extraordinaire.
quoi que l'on pense du foulard, hein, moi je suis ni pour ni contre. Enfin bon, on ne va pas parler de ça, c'est un autre débat, quoi. C'est Jaurès qui disait, hein, le courage, c'est de dire la vérité. Mais oui, je trouve que voilà, c'est des choses comme ça que on doit tâcher de. Et là, comme cette jeune femme qu'on va voir à la remise du prix, ben, elle a le courage de ce qu'elle fait, mais elle est exilée. Et l'exil, c'est une souffrance. Hein. On croit toujours que la migration et l'exil, tout ça, mais pas du tout, c'est une souffrance, être exilé. Dans le rapport des forces aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de régression. Oui. On a le sentiment que c'est plus le droit de la force que le droit humain. Que la force du droit, oui. C'est le titre du livre d'Éric David, hein. Son dernier livre, Nuremberg, La force du droit, le droit de la force. Tiens, j'aurais dû l'amener. Mais je l'amènerai lors de la proclamation, enfin de la cérémonie, parce qu'il a joué un tel rôle dans tout ça, et que c'est quand même pour moi un peu émouvant de parler de lui aujourd'hui, hein, alors qu'on va l'enterrer dans quelques heures. Mais il a joué un rôle formidable, hein, dans tout ça, Éric David. Formidable. On a fait ensemble ce code de droit humanitaire. Oui, il faut à la fois la force et le droit, et c'est un peu une relation dialectique. Hein. On est toujours dans le registre de l'utopie, mais l'utopie active suppose à un certain moment de mettre parfois la force au service du droit. Oui, voilà, exactement. Exactement. Je crois que c'est Habermas qui parlait d'utopie concrète. L'utopie, ce n'est pas simplement une espèce de rêve abstrait. L'utopie concrète, c'est l'utopie des droits fondamentaux, c'est ça, c'est une utopie concrète. Ça peut paraître un peu contradictoire, hein, c'est dans les termes. Mais oui, les droits fondamentaux, c'est une utopie. C'est-à-dire que ce n'est pas que ça n'arrive jamais, parce que l'utopie, c'est ça ne va jamais arriver, mais il faut toujours être vigilant. Mais elle est concrète parce qu'elle joue sur la vie des personnes et que ces droits fondamentaux se trouvent déjà dans tous nos textes, dans les constitutions des États démocratiques. Donc j'aime bien ce thème d'utopie concrète. On a évoqué, pour rester fidèle au combat d'Henri Lafontaine, hein, on a évoqué le savoir, la connaissance, l'enseignement. Oui. Il en était, avec Paul Hotelet, un fervent défenseur, avec le Mundaneum, avec cette création, en quelque sorte, d'un fichier qu'on appelle le Google de papier, hein, mais bon, oui, cette espèce de bibliographie mondiale. On a évoqué la cause des femmes longuement, puisque c'est le thème principal, et il en était convaincu. On a évoqué la force du droit, on vient de l'évoquer, et de la paix par l'arbitrage plus que par la force, mais sans oublier le possible recours à la force quand c'est nécessaire. Il reste encore une question à propos de l'exercice même des droits humains. Vous connaissez évidemment ce reproche permanent que l'on fait à ces instances internationales où on dit « vous vous en prenez aux pays faibles hein, », d'aucuns disent aux Africains, vous en prenez à Omar El-Béchir, vous en prenez à quelques anciens responsables de crimes contre l'humanité en ex-Yougoslavie, mais les grands, vous ne vous y prenez pas, vous ne vous en prenez pas à eux. Et d'autres disent en plus, vous savez, vos droits de l'homme, c'est une belle création européenne, c'est culturellement européen, ça ne compte pas pour nous. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est une vraie question, je la comprends bien, et elle existe depuis toujours. Il ne faut pas oublier que la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, c'est quand même en 1948, le terme universel a été choisi à dessein. Bien sûr, à ce moment-là, l'universalité des Nations Unies, c'était pas ce que c'est maintenant, c'était le 92 États, et c'était avant la décolonisation. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Donc ce n'est pas, l'argument est limite. Alors, ce qui me préoccupe, on pourra discuter des heures hein, sur cette universalité. C'est trop simple de dire c'est une création purement occidentale, et donc au cœur des droits fondamentaux, c'est quand même l'intégrité et la dignité de la personne. Alors on va dire que la notion de personne n'est pas la même en Occident, c'est vrai, mais on souffre de la même manière. Si on torture, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Chine, ou en Ukraine. Ou en Ukraine, exactement. Quoi. Je dirais tous les êtres humains souffrent de la même manière. Donc, je trouve que c'est... Et ce qui me préoccupe dans ce débat sur l'universalité, j'en comprends bien les racines, il y a des bibliothèques entières sur ce thème. Mais c'est toujours par des États qui sont les premiers violeurs que cet argument apparaît. Donc ça affaiblit cette dimension. Mais ce débat, il faut le poursuivre. Ça, c'est certain. Tiens, avant qu'on ne se quitte, un thème en rapport au combat pour la paix, il y a la résistance. Est-ce que l'objection de conscience est un droit fondamental ? Oui, bien sûr.
bien sûr. Mais oui, ça c'est certain. On a eu des affaires à la cour sur l'objection de conscience. Et là, on a dit qu'effectivement, c'était ce que nous avons connu en Belgique il n'y a pas si longtemps. Hein. Il y avait encore la mémoire est faible. Oui, exactement. Comme ils étaient poursuivis et condamnés, quoi. Et on a eu des affaires à la cour. On a dit qu'effectivement, la condamnation, c'était une atteinte à la liberté de conscience. Liberté de pensée, de conscience et de religion, article 9 de la Convention, et article 10, la liberté d'expression. Liberté de pensée, de conscience et de religion. Moi, j'avoue que c'est une disposition que j'adore, entendons-nous, mais que je trouve vraiment importante. Parce que la liberté d'expression, c'est la liberté de penser. On peut penser ce que l'on veut et on peut l'exprimer. La liberté de conscience, mais on ne peut pas atteindre les personnes dans la conscience qui est la leur. Et liberté de religion, ça vous le savez, c'est en avoir et ne pas en avoir. Merci en tout cas, je vous demandais ça également parce que ce sera également l'un des thèmes à venir sur cette chaîne YouTube, parce qu'avec l'actualité qui nous entoure, la guerre aux frontières, l'objection de conscience, vous allez le voir, réserve quelques surprises à cet égard. Ah bon, ben ok, très bien. Alors je vais un peu me... Non, ben, c'est un thème que je trouve important, quoi. Merci. Merci François Silkens. Non, merci à vous, merci à vous.